Bonsoir à tous. Alors, je suis ravi de faire la partie 2 de ce meet-up. Alors, sur la première partie, enfin, un rapide résumé, on avait parlé de ce nouveau type qui a été implémenté à partir de la version 23 d'Oracle, qui est le vecteur. Et on a vu toutes les choses intéressantes qu'on peut faire avec, on va dire dans un premier niveau. Et là, on va passer le cap supérieur avec ces vecteurs. Alors, si ça vous parle pas trop, je vous invite à voir le replay de cette première partie. Donc on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc la recherche vectorielle, en quoi ça va consister? Alors, tout d'abord, on va faire de la recherche vectorielle simple, c'est-à-dire on va chercher de la similarité, heu, par rapport aux propriétés d'un objet, par exemple. C'est nous qui allons attribuer un vecteur à un objet. Dans la deuxième partie, on va parler de l'embedding de vecteurs, parce que vous allez pas passer non plus, beaucoup de temps à calculer les vecteurs et ça je vais vous montrer comment on peut calculer autrement des vecteurs et après, bah, grâce à ça, on va pouvoir faire de la recherche par similarité sémantique et c'est là que ça va devenir très puissant. Donc déjà par la similarité de propriétés. Grâce à ça, on va réussir à trouver, quel est l'objet qui est le plus similaire à un autre. Heu, alors parfois on se dit, comment? Parfois on va vouloir chercher, de la similarité de façon simple. Par exemple, quand vous faites un like, le like c'est un opérateur qui permet de faire de la similarité textuelle. Mais ça suffit pas forcément, vous avez besoin d'autre chose. Et on va dire que les vecteurs vont pouvoir répondre à certaines de vos questions, qui sont autres que la recherche pure sur du Varchar ou de l'entier. Donc, voilà. Alors on va générer des vecteurs selon nos propres critères dans ce cas-là. Par exemple, là, l'exemple qui va revenir assez fréquemment ici, ça va être les formes géométriques et des couleurs. Donc là, on va générer un vecteur avec 4 dimensions. La première, ça va être le nombre de côtés de notre forme géométrique et ensuite on va avoir des niveaux de rouge, de vert et de bleu, les fameux RGB. Et donc là, on va avoir un vecteur à 4 dimensions. Alors ça va être un peu compliqué à vous le faire visualiser, dans l'espace, ce que ça donne 4 dimensions. J'ai essayé de le faire avec par exemple, dans les jeux vidéo, on peut voir ça, des formes géométriques qui s'étirent plus ou moins en fonction de si on est très proche de la valeur maximale ou non. Donc par exemple ici, je vous montre un exemple tout bête, c'est, un cercle noir. Un cercle, dans mon exemple, j'ai un peu simplifié, hein, un cercle a un seul côté. C'est un côté qui fait le tour sur lui-même. Donc ensuite si on connaît le code hexadécimal du noir qui est 0, hein, c'est 0, 0, c'est 6 fois 0. Donc là, on va rester, alors je ne sais pas si on voit bien mon pointeur, mais en gros, on va rester au milieu ici et on va avoir une petite ligne qui s'étire pour le nombre de côtés. Donc là, on va avoir 1, voilà, tout bêtement. Donc si on représente ce vecteur, comme ça, on va obtenir cette figure. Mais après, je vais vous montrer d'autres exemples. Ça va être un carré qui est blanc. Cette fois, la couleur blanche, donc en hexadécimal, c'est FF, 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 donc c'est 255, FF, c'est 255. Donc là, c'est 255 fois 255 fois 255. Mais là, si on le représente en vecteur, on va voir 4. Donc là, vu que c'est un carré, on a 4 côtés. Les autres, dimensions vont avoir pour valeur à chaque fois 255. Donc là, si je vous représente ce vecteur, ça va être ça. Et pareil pour le triangle gris, c'est, on voit que voilà, on va avoir différentes formes et si on superposait cette figure-là avec cette figure-là, voilà, on peut voir que si s'en approche plus ou moins. Donc maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce qu'il y a de plus similaire, à un triangle marron? Par exemple, si on vous prenez du SQL classique, comment vous faites pour trouver la forme la plus similaire à un triangle marron? C'est très compliqué. Vous et en plus là, on est là avec des vecteurs assez simples avec 4 dimensions. Mais imaginez-vous que dans la vie de tous les jours, il y aura pas forcément 4 propriétés à des objets, il y en aura tout un tas.
comment vous allez faire pour, donc avec un SQL classique, comment vous allez faire pour trouver qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? Vous allez devoir un petit peu jongler, avec des sous-requêtes, bref, vous allez faire des requêtes qui vont être totalement à rallonge, pas forcément lisibles et maintenables et vous allez vous emmêler les pattes et vous allez avoir du mal à trouver des résultats. Donc c'est pour ça que là, je vais vous faire une première démo. Je vais vous partager, hop, hop, donc là, je vais mettre SQL Dev. Est-ce qu'on voit la fenêtre, Léa? Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, on voit bien la fenêtre. OK. OK, très bien. Donc là, je vais créer une table qui va contenir mes vecteurs. Donc là, voilà. Donc là, on va créer la table et maintenant on va insérer, je vais insérer tout un tas de données qui vont être on va dire mes formes et couleurs de référence. Évidemment, j'ai pété mon table space et fait des mots comme toujours. Hop, on va excusez-moi de ce petit contretemps. Voilà. T'inquiète pas Thierry, c'est toujours ça l'effet du direct. C'est bon, c'est réglé. J'avais juste oublié un petit truc à accorder. Hop, voilà. Donc là on a inséré, 25 lignes, donc ça va être qu'est-ce que c'est? Ça va être des toutes sortes de figures en noir, d'un cercle, hein, qui a un côté un segment, qui en a 2. Bon, vous allez vous dire: «Ouais», c'est juste pour l'exemple, hein, que je mets ça. Un triangle noir, les mathématiciens, j'espère qu'ils s'étranglent pas quand même en m'écoutant. Un triangle noir, donc pareil, je vous ai dit, hein, les 3 niveaux de couleurs qui sont là. Et le nombre de côtés, qui est ici. Donc le triangle noir, le rectangle noir, le pentagone noir. Idem pour le bleu, hein, donc RGB, hein, le B c'est à la fin, donc forme maxi enfin couleur, bleu pur, 255 avec le nombre de côtés. Pareil pour le vert, pareil pour le rouge, pareil pour le blanc. Voilà. Donc si je vous demande donc de chercher quelque chose, qui s'en approche de ça, je vais pas vous le faire parce que c'est pas l'objet de ce meet-up, de faire ce genre de recherche un peu alambiquée, mais je vais vous montrer comment un vecteur peut grandement vous faciliter la vie. Donc par exemple, je vous parlais du triangle marron. Donc là, le marron, si on peut repasser, tu peux repasser juste à la slide d'avant s'il te plaît, Léa? Donc là, le triangle marron, là, par exemple, j'ai pris la couleur, 99 33 00. Donc attention, c'est de l'hexa, hein, vous attendez pas à voir, 99 33 00. Là, je les ai convertis en décimales. Donc si on prend un triangle marron, quel va être, heu, hop, pour lui, quelles sont pour lui les formes les plus proches? Donc là, voilà, il va vous dire c'est, selon comment? Selon l'algorithme que je lui ai donné, pour lui, c'est toutes les figures qui sont en noir qui sont le plus proches. Alors ça peut vous paraître, ça va paraître un petit vous allez vous dire: «Ouais, c'est bizarre, pourquoi?» Après il faut se dire, alors on a vu ça dans le 1er meet-up, c'est des formules mathématiques qui permettent de calculer, les distances entre les vecteurs. La vec ici, ça va correspondre à ce qui est stocké dans la table, hein. Ça, par exemple, ces vecteurs-là, c'est la colonne vec, hein, qu'on a bien ici et ici, je lui donne, le vecteur, ça c'est ma donnée en entrée. Donc là, je lui demande de calculer la distance entre le vecteur qui est stocké et le vecteur que je lui donne en entrée. Ensuite ici, comme on l'avait vu dans le premier meet-up, c'est les différentes façons de calculer les distances. Là, j'ai choisi Euclidean Squared, c'est un choix à moi, c'est celui que j'estime, le comment?
le plus pertinent parce que c'est les distances à vol d'oiseau. Ah mais après, il peut y avoir d'autres types de distances, hein. Je peux utiliser cosine qui est l'angle entre les 2 vecteurs. Si on fait ça, là on voit que c'est plutôt les couleurs rouges qui sont le plus proches. Alors après, chaque fonction ici, chaque paramètre qu'on donne a comment? Ça a c'est utilisé selon un besoin précis. Alors il me semble que les cosines, c'est plus valable pour des choses, soit pour des phrases, soit pour des images, mais moi je vois pas une immense différence, je vous cache pas. Après, par exemple, il y a les distances Manhattan, hop, hop, Manhattan. Manhattan, c'est, on va dire des comment? C'est des distances un peu si on était sur une grille, en fait, et là, on voit que les couleurs, les formes avec les couleurs noires, c'est celles qui sont le plus proches. Donc voilà pour le premier exemple. On va prendre un deuxième exemple, qui est la couleur cyan. Alors cyan, c'est le mélange, c'est du vert et du bleu, mélangés, et là, c'est par exemple 00 FF FF, donc 00 255 pour la couleur, et donc j'ai dit un cercle, donc un seul côté. Donc là, pareil, si on réapplique ça, donc là, on voit qu'on est entre les 2. On est entre les 2, et vous voyez bien que, les formes en cercle sont celles qui sont le plus proches, mais après on voit bien que le bleu, le vert et le blanc, vu qu'ils ont des 255, le blanc ici, il a un troisième 255, on le voit ici encore. Pour lui, c'est ceux qui sont le plus proches, ce qui semble ce qui me semble quand même assez logique, et après, encore une fois, c'est les formes avec, des couleurs bleu et vert, vu que c'est un mélange de bleu et de vert. Encore une fois, ça me paraît assez logique. Si on change, si on met les angles, là, on voit que par contre, c'est plus le blanc qui est le plus proche. Mais voilà, là, c'est à vous un petit peu de voir, ce qui vous paraît le plus logique. Dans ce genre de contexte, moi, je privilégierais le Euclidean Squared. Alors, il y a le Euclidean tout seul qui existe, mais c'est pour des soucis de performance qu'il faut utiliser, Euclidean Squared. On va continuer avec les exemples, on va passer à la couleur jaune. Cette fois-ci, le jaune, c'est un mélange, alors c'est un hexagone jaune, donc 6 côtés avec, 255 pour le rouge et le et RG, red green, ouais, je vais y arriver. Donc là, si on fait la même chose, on voit encore une fois c'est les formes, vert et rouge qui reviennent en premier. En gros, on a cette logique qui revient. Là, je vous applique différents exemples, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est puissant et à quel point ça marche. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire une requête trop alambiquée pour trouver un résultat pareil. Là, clairement, j'ai réussi à vous trouver des objets qui ont des propriétés proches avec une requête de 4 lignes. Heu, Honnêtement, quand j'ai pensé à vous montrer un petit peu comment faire ça, j'ai essayé de passer par une proc, qui essaye de faire ces calculs-là. On montait très vite à aller au minimum, aller une bonne centaine de lignes de code pour bien, trouver, ce qui correspond. Parce que il faut se dire, faut faire différentes comparaisons, lequel est le plus proche, de combien il est le plus proche et tout, et autant vous dire, et là, c'est juste pour 4 dimensions, et on verra plus tard que 4 dimensions, c'est vraiment pas beaucoup avec les vecteurs. Donc on va continuer avec un triangle gris. Alors là, j'ai pris la couleur gris exprès, et le triangle aussi, parce que, bah, c'est quasiment le milieu, par rapport à mon jeu de données. Si on regarde bien, à chaque fois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, et donc on va de 0 à 255, c'est quasiment le milieu. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Là, tout ce qu'il nous trouve, bah, c'est tout ce qui est en blanc. C'est ce qui me paraît, logique à cause de ça. Alors déjà, on a mis 128, au pire, faudrait bien essayer avec 127,5, voir ce que ça donne. C'est évidemment, ça veut pas dire grand chose en soi, mais
fonctionnellement, mais techniquement ça a du sens. Là, on voit que voilà, c'est l'exemple que j'ai choisi qui était un peu trop précis, hein, avec, 3. Là, le 3, on va dire que mathématiquement, il était assez proche du 5, enfin, c'est surtout le 128 qui est plus proche de 255 que de 0, et avec les calculs des distances, il est parti sur le blanc à chaque fois. Là, si on tranche vraiment au milieu, on voit qu'il y a ça alors qu'est-ce qu'on a? Le segment noir, le segment vert, le segment, il a 2 côtés, donc oui, il est assez proche de 2. Le noir, le vert, c'est voilà, ça doit pas jouer de beaucoup, je veux bien connaître les distances. Hop, on va regarder un petit peu ce que ça donne côté distance, parce qu'à chaque fois je vous fais order by. Qu'est-ce que j'ai oublié? Hop, ah oui, Euclidean squared, voilà. Bon, évidemment ça ressemble pas à grand chose. Donc là, si on enlève ça, alors ça oui, en faisant ça, je récupère les 5 premières lignes. Heu, c'est juste pour ne pas avoir à tout regarder comme ça. Voilà. Donc on voit bien que d'ailleurs, les 10 premiers, ils ont à peu près, bah, ils ont la même distance. Les 10 suivants, ils ont une distance un peu différente et au final, c'est ouais, ce qui est le plus loin, c'est les pentagones. C'est bon, c'est les formules, bah, c'est les maths qui ont parlé. C'est pas moi, c'est pas moi qui détermine totalement ça. Après, si ça vous convient pas, vous pouvez toujours changer, hein. Il y a le cosine, le dot product. Le dot product qui est le produit scalaire. Product, je crois que c'est écrit comme ça. Évidemment, c'était pas le dot product, je me souviens plus, c'était dot, je crois. Oui, c'est l'inverse du produit scalaire. Enfin l'opposé, pardon, pas l'inverse. Bref, c'est à vous de choisir après la bonne fonction par rapport à ce que vous avez à faire. On va continuer sur notre dernier exemple, qui est le segment orange. Le orange qui est, ouais, c'est un mi-mélange, mais voilà, on voit qu'il vire carrément au rouge, mais ce qui me paraît normal à cause du 255. Mais encore une fois, c'est, c'est à vous de choisir la bonne fonction ici. Heu, re faut aussi un peu, ouais, faut pas mal se documenter sur ce que dit Oracle sur les différentes fonctions. Clairement, pour chaque usage, étant donné qu'on peut tout vectoriser, il faut se dire, pour chaque type de vecteur calculé, il y aura peut-être une fonction différente à utiliser. Mais comme je vous dis, il me semble que le cosine, c'est plus, cette fonction-là, cosine, elle est plus valable pour quelque chose qui plus de pour les images. Les images ou les phrases, quelque chose qui n'est, qui est aussi qui est vraiment totalement déstructuré. Une phrase, c'est pas une vraie structure, donc voilà pour cette première démo. On va repasser aux slides. Donc là, on va parler d'embedding. Là, jusqu'à maintenant, les vecteurs, c'est moi qui les ai calculés à partir de propriétés que je connaissais. Mais bah, parfois, vous ne savez pas comment calculer vous-même vos vecteurs. Par exemple, si je vous donne le mot, ordinateur, je vous demande de calculer un vecteur avec ça, vous allez un petit peu galérer parce que, vous pouvez faire un vecteur avec n'importe quoi, hein. Le problème, c'est que il faut comment? Le vecteur, ça va pas être forcément pour rechercher le mot, par rapport à son orthographe. Vous pouvez, mais vous pouvez le faire avec les outils classiques, quoi. Si vous cherchez quelque chose qui commence par ordi, bon, vous pouvez ne pas le faire avec des vecteurs. Mais par exemple, si vous cherchez quelque chose si vous voulez faire un lien entre ordinateur et électricité, voilà, il faudrait qu'il y ait un vecteur. Il faudrait que vous puissiez calculer un vecteur qui puisse faire le lien entre les 2. Et c'est là que l'embedding de vecteurs va vous aider à faire ça et
assez bien parce que vous avez presque pas grand-chose à faire, tellement c'est bien fait. Donc il y a plusieurs solutions, avec Oracle 23. C'est soit vous arrivez, je précise bien, vous arrivez à tout faire avec la base, soit, vous maîtrisez Python et vous pouvez faire un script qui peut faire l'embedding de son côté et le charger en base. Dans ce meet-up, je vais vous présenter uniquement la première partie parce que, comment? Mmh, je suis pas un grand spécialiste de Python. Et en plus, oui, je voulais vous montrer au moins comment Oracle gère ça de son côté. En tout cas, il faut vous dire que vous pouvez générer des vecteurs à partir de n'importe quel type de données, des textes. Quand je dis texte, ça peut être un mot comme une phrase complète, une image, un document PDF, n'importe quoi. De toute façon, c'est en ça que c'est bien, c'est que ça donne de la structure à des données qui n'en ont pas. Alors, il y a un gros souci pour l'embedding, c'est très costaud de faire de l'embedding de vecteurs, en version 23. Alors, je n'ai pas encore essayé avec la 26, mais, la version 23, c'est assez velu de faire de l'embedding de vecteurs. Sur du on-premise, parce que sur le cloud, c'est un chouïa plus simple, mais, pas totalement non plus. Déjà, pour faire de l'embedding, il faut que vous donniez un fichier ONNX en entrée. Alors les fichiers ONNX, c'est, Open Neural Network Extension, un truc comme ça. C'est pour vous connecter à un réseau neuronaux de machine learning, en gros. C'est, vous de votre côté, le machine learning, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous allez sur internet, vous trouvez un modèle de machine learning qui vous convient. Il y a différents types de modèles, hein. Il y en a qui sont sur la sémantique, sur les LLM. Et il y en a d'autres qui sont sur, de l'analyse d'images. Par exemple, ImageVit de Google, lui, il est spécialisé sur, la recherche d'images. Donc vous téléchargez votre fichier ONNX. Derrière, il faut l'installer dans la base, que je vous montrerai ça dans la 2e démo. Heu, le problème déjà, premier problème, ça fonctionne pas sous Windows. Et étant donné que je fais ce meet-up sous Windows, je peux vous dire que ça a été assez galère. Pourquoi? On le voit, juste en dessous, mais mais en gros, ça fonctionne pas sous Windows. J'ai dû passer par une machine virtuelle. Oracle, pour la version 23, fournit une machine virtuelle, qui vous permet un petit peu de profiter de la base et dont cette fonctionnalité. Alors si vous voulez faire ça, ça veut dire que soit vous devez passer par le cloud, soit par, une machine virtuelle sous Linux. Et en plus sur le cloud, pour déposer un fichier ONNX, c'est compliqué de déposer des fichiers sur le cloud. Vous devez utiliser diverses fonctions pour télécharger un fichier et encore, faut y arriver. Alors, ils sont un petit peu drôles chez Oracle parce qu'ils donnent des fonctions qui marchent très bien pour leur démo, mais quand vous sortez un petit peu du cadre de la démo, ça marche déjà beaucoup moins bien. Hem, donc, c'est pour ça que je vous conseillerais plus quand même de passer par Python. C'est moins sportif, c'est beaucoup plus simple. Pour cela, il faut que vous téléchargiez, il faut installer le module OML4Py. Mais gros problème, encore une fois, ça ne marche pas sous Windows. C'est simple, OML4Py, le module Python ne fonctionne pas sous Windows. Donc encore une fois, faites-le sous Linux et après vous pouvez vous amuser. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de l'embedding si vous y arrivez? Mais on peut y arriver, il y a des modèles compatibles. Déjà, il faut installer le fichier ONNX dans la base, ça je pense que vous avez compris. Faut le en Ensuite, vous pouvez installer, faut lui donner un nom, faut lui donner un alias parce que derrière, bah, c'est cet alias que vous allez utiliser pour vous connecter au modèle. Pourquoi? Parce que vous pouvez installer plusieurs modèles dans la base. Par exemple, si vous voulez faire et de l'embedding d'images et de l'embedding de phrases, vous pouvez vous connecter à 2 modèles. Donc après, bah, c'est simple, vous avez juste à vous raccorder à son petit nom. Et ensuite l'utilisation, comment on fait tout ça? Donc, heu, pour générer un vecteur,
en passant par le réseau de machine learning, le réseau neuronal, c'est tout simple, vous utilisez une fonction qui s'appelle vector embedding. Donc vous lui donnez ça vous en entrée, vous lui donnez une donnée et il vous retourne un vecteur. Donc là, si on regarde le usage, donc vector embedding, le nom modèle, quand je vous donne, là ici quand je vous dis donner un nom modèle, c'est se raccorder vraiment à ce nom. Using votre donnée as data. Par exemple, select vector embedding mon modèle using hello as data. Alors si on peut se faire, non, on fera de l'embedding un tout petit peu plus tard. Quoique, j'avais oublié que j'avais fait cette slide. Donc, heu donc si on fait select to vector, donc vector embedding doc model using hello voilà. Alors to vector ici, c'est juste pour mettre, pour afficher un vecteur. Pareil, dans le premier meet-up où je vous en ai parlé. Donc là, si je donne hello, là en gros, au modèle, je lui ai donné hello en entrée et en retour, il m'a donné un vecteur. Qu'est-ce que ça signifie? J'en sais strictement rien. Je ne sais même pas à quoi ça correspond, à quelle propriété chacune des dimensions correspond. Je vous cache pas que je ne connais même pas le nombre de dimensions, que me renvoie le vecteur parce que chaque modèle peut vous renvoyer différentes dimensions, hein. Il y a des modèles, c'était lequel? Dans ma formation, j'en ai utilisé plusieurs. Et c'était Cohere, je crois. Cohere, c'était pour de l'embedding de mots, c'est 1400 dimensions, hein. Donc imaginez, il a différentes propriétés, hein, vous lui donnez un mot et lui, il vous dit voilà, il y a 1400 différentes propriétés différentes qu'il attribue, en fonction du mot que vous lui donnez. Mot ou phrase d'ailleurs. Alors, passer par ça, évidemment, bah, comme vous avez pu voir, là, si on revoit une nouvelle fois, clairement, hormis la phase d'installation qui est un peu longue, une fois que c'est terminé, alors là, vous vous amusez. Parce que là, pour générer les vecteurs, vous avez même plus à vous prendre la tête. Vous faites juste un appel de fonction avec le bon modèle et après, bah, c'est roule ma poule, hein. Et du coup, désolé, pour les allers-retours, mais en gros, ça ressemble clairement à des appels a API. Au fond, c'est un peu ce qui se passe. Vous utilisez des API, vous vous connectez à un modèle, vous savez même pas de quoi il en retourne, vous n'avez même pas à le savoir forcément. Vous lui donnez quelque chose et il vous retourne un vecteur. Donc là, vous faites un appel API, pour moi, c'est le même principe. Vous avez même pas à vous embêter en plus avec tout ce qui est, avec tout ce qui est, appel à HTTP et cetera. Et donc, là où, bah, le but de tout ça, c'est donc derrière de faire de la similarité sémantique cette fois. Vous avez là, comme je vous ai dit, ordinateur, électricité, vous voyez faire ce lien-là avec du SQL classique, c'est très compliqué. En gros, vous devez coder en dur, hein, tout bêtement, hein. Je vois pas comment vous pouvez trouver autrement. Et en plus, avec la similarité d'image, alors malheureusement, de la similarité d'image dans ce meet-up, on n'en aura pas parce que c'est à cause d'un des problèmes que j'ai relevé avant, c'est quasiment impossible. J'ai pas réussi à installer de modèle, qui puisse en faire parce que j'ai tout préparé en plus. Mais, en gros, vous pouvez faire ces similarités sans effort et on le verra dans les démos. Et justement, la similarité sémantique. Le but, ça va être cette fois donc de trouver des similarités dans les mots, dans le sens sémantique. Si je vous dis ordinateur et ordonnancement, ça commence pareil. Avec un opérateur like, ils sont proches, mais le problème, c'est que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, par exemple, ordinateur et clavier, là, je veux trouver quelque chose qui permet de faire le lien entre les 2. Donc là, je vais vous donner une liste, dans la démo, on va avoir une liste de mots, alors de phrases même, et on veut savoir qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que l'utilisateur a entré. Alors, avec du SQL classique, je vous dis beaucoup trop complexe, c'est impossible. En gros, vous faudrait que vous implémentiez un dictionnaire et derrière vous fassiez vos recherches, j'arrive même pas à imaginer quoi. Imaginez,
Là, dans l'exemple que j'ai, il y a presque une centaine de phrases. Heu, Autant vous dire, si vous utilisez plusieurs milliers de mots, pour rechercher, ce qui s'approche le plus, c'est impossible. Ce serait beaucoup trop complexe. Et donc là, c'est pour ça qu'on va utiliser un mix, d'embedding, forcément, hein, pour la génération des vecteurs et avec vecteur distance, comme on a vu, dans la première partie, on va pouvoir faire ça de façon native et très rapidement. Alors par contre, il faut toujours choisir le modèle adapté. Si vous utilisez ImageVit pour vectoriser des phrases, c'est pas bon. Il y a aussi, quelque chose sur lequel que vous allez voir, tout à l'heure, j'utilise un modèle en anglais. Le problème, c'est que, bah, c'est un modèle anglais. Il connaît pas les mots en français, très peu, on va dire, parce qu'il connaît certains mots en français. Et le problème, c'est que, bah, il se perd très vite. Par exemple, quand j'avais fait des tests, alors là, je ne vous l'ai pas mis parce que j'avais peur de l'effet démo, mais j'avais mis carabine et pour lui, le mot le plus proche, c'était fraise. Alors que je crois que j'avais pistolet qui traînait à côté. Donc voilà, il faut aussi savoir utiliser le bon modèle. Hop, d'ailleurs, je vais arrêter le partage ici. Hop, bon, bah, je vais partager ma VM pour la démo numéro 2. Hop. Non, c'est pas lui. Hop, pourquoi il veut pas me montrer, bon, l'écran entier? OK, donc là, on va partir, on va commencer du début. Oups, tout en bas. OK, alors déjà on va drop le modèle, hein, pour commencer du début. Donc ici, le modèle name, bon, on verra lors de la création du modèle name. Donc là, ici, on va se connecter j'ai un fichier ONNX sur mon poste. Ça, c'est un directory, un Oracle, pour dire où est-ce qu'il va le chercher. Ici, c'est le nom du fichier ONNX qui est sur mon poste. Et ici, c'est l'alias que je vais attribuer au modèle. Je peux mettre n'importe quoi ici, hein. Ça, c'est vraiment votre champ libre ici. C'est juste pour vous, pour que vous vous y retrouviez entre les différents modèles. Ça va prendre un certain temps parce qu'il doit se connecter et faire tout un tas d'opérations. Alors voilà, c'est pas non plus, c'est pas la mort. Je pense que d'un côté, le fait que j'ai été connecté il y a pas longtemps, ça aide un peu. Voilà, donc là, j'ai connecté un premier modèle qui s'appelle DocModel, mais après ici, vous pouvez vous connecter à tout un tas d'autres modèles, hein. C'est en fonction de votre choix, de votre utilisation. Donc là, on va faire un petit test. On va faire un embedding du mot strawberry avec mon formidable accent. Voilà, donc là, il a bien généré un vecteur. Très bien. Donc là, on va s'amuser un petit peu. Hop. Donc là, on va créer une table qui va contenir tout un tas de phrases. Ouais, le trunket, on va le faire des fois que. Vas-y, je viens de créer la table. Hop. Donc là, j'ai tout un tas de phrases. Là, par exemple, San Francisco est en Californie. Alors, j'ai tout mis en anglais. C'est tout en anglais parce que mon modèle est en anglais. Désolé pour les non-anglophones, mais il n'y a pas forcément besoin de comprendre l'anglais, hein, pour comprendre la démo. Là, par exemple, ici, on parle de ville américaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des infos sur des voitures, on a des infos sur les fruits, on a des infos sur des animaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Différentes phrases un petit peu, à gauche, à droite. Des phrases sur des villes, encore une fois, voilà, bref, vous voyez, hein, hop, alors non, c'est pas ici, c'est ici que je dois le récupérer.
Hop, on va insérer les données sans vecteur, hein. Là, pour le moment, c'est juste les phrases qu'on va insérer. Hop et commit. Donc là, vous avez vu, on a créé un dictionnaire avec 133 phrases, le dictionnaire. Un petit thésaurus, bref. Donc, maintenant, on va un peu vectoriser tout ça. Donc, pour faire ça, je vais faire alors j'aurais pu mettre directement dans l'insert, quoique oui, en gros, il aurait fallu que je répète ça, mais bon, je passe par un update, vous avez vu, c'est pas ça mange pas de pain. Donc là, on va updater, donc comme je vous ai dit, vector embedding, doc model, c'est pour rappeler donc ce que j'ai créé ici. C'est pas un mot-clé, hein, en gros, c'est ça que je vais vous indiquer. Using, phrase. Ici, phrase, c'est la colonne de ma table. As data. Hop, on va faire l'update. Hop. Alors, là, il va vectoriser 133 phrases. Ça va, bon, vous avez vu, faire un update sur 133 lignes, en général, c'est quasiment instantané. Là, vous avez vu, ça prend quelques secondes. Faut s'attendre à ce que ça prenne un peu de temps, hein. Comme je vous ai dit, c'est comme des appels API, ça c'est pas instantané. On va committer, histoire de hop, de pas tout perdre et maintenant on va commencer à s'amuser. Par exemple, là, je veux savoir dans toutes mes phrases, qu'est-ce qui se rapproche le plus des voitures? Hop et là, on voit bien, là, il nous parle là, les 5 phrases pour lui les plus proches des voitures, c'est une phrase sur les Porsche, une phrase sur les Ford 150, Nissan, Alfa Romeo, Tesla. Il y a pas de triche, hein. Si vous voulez, on peut voir un truc, hein, select étoile from, ma data, where upper de phrase, like cars. Il y a le mot voiture n'apparaît nulle part dans notre table. Ah est-ce que si c'est trop petit, alors moi je peux moi-même peut-être essayer de zoomer, hein, mais j'ai peur de tout casser. Non, t'en Heu, fais pas Thierry, c'est juste que si jamais les personnes veulent zoomer, elles peuvent directement, au cas où moi, par exemple, j'ai zoomé, je comme ça, je vois attends, plus les phrases, quoi. je zoome moi-même. Voilà. Ah bah, trop bien. Merci. Donc voilà, le mot voiture n'apparaît nulle part, mais on a quand même réussi à récupérer 5 phrases en lien avec des voitures. J'ai utilisé cosine ici parce que c'est Oracle ici m'a recommandé d'utiliser, la fonction cosine pour ramener les phrases les plus proches. Si on fait Euclidean squared, hop, c'est sensiblement pareil, voire pareil. Mais, je crois que pour les phrases suivantes alors like animal, heu, from ma data where upper de phrase like animal. Rien du tout. Et tu normalement, voilà, c'est un exemple suivant. Là, je vais vous faire une phrase avec les chats. Donc ici, on a la phrase la plus proche, cat, do not care. Alors là, vous allez me dire oui, mais il y a le mot cat, pourquoi pas. Mais après, derrière, par exemple, les hyènes, ce ne sont pas des félins, mais pour lui, c'est un animal, donc ça s'en rapproche. Pareil, alors les tigres sont censés être plus proches, vous me direz. Là, après, ça dépend de comment le vecteur a été calculé. Malheureusement, là, c'est plus trop de votre ressort, c'est pas vous qui calculez les vecteurs. Là, le seul ressort que vous avez, c'est celui-là. Heu, Si on change de
fonction, peut-être qu'on aura mieux. Hop, pas mieux. Bon, on va essayer avec le produit scalaire, dot. Pas mieux non plus. Donc voilà, ça après ça là c'est clairement les vecteurs comment ils ont été calculés. Bah, pour lui, clairement, un hyène, c'est plus proche d'un chat qu'un tigre ne l'est. Bon, faudra demander aux gens qui ont fait le modèle, hein, il y a peut-être une logique derrière ça. Alors après là, ici, c'est carrément on est sur du hors sujet, mais parce qu'il y a 4. Mais là, clairement, vous avez pas la main là-dessus, hein, malheureusement. Là, soit il a une hallucination, soit, clairement, c'est plus trop de votre ressort. Et pour vous dire, quand j'avais fait le test avec alors une version précédente de ce modèle, il me ça avait eu le résultat escompté. Évidemment, j'ai pas de bol. Donc là, on va faire un test avec les animaux. Donc on a bien vu que le mot «animal» n'apparaît jamais et encore une fois, il arrive à nous ramener tout un tas de phrases en lien avec les animaux. C'est là que vous voyez la puissance du truc parce que clairement si je donne en entrée «animal», il aurait fallu que je fasse un test sur chacune des lignes pour voir s'il y a dog, hyène, les loups, les lions des montagnes, enfin je crois que ça avait un autre nom en français, mais je sais plus c'est lequel, ou les chevaux. En gros, il aurait fallu faire tout un tas de tests comme ça, vous vous en sortez pas. Là, c'est une requête de 4 lignes qui vous permet de faire cette approche et on peut continuer avec New York, par exemple. Là, j'entre même NY, je dis même pas New York et là, vous voyez qu'il a réussi quand même il a réussi à retrouver New York. Il a su que NY faisait référence à la ville de New York. Et on peut continuer. Les boroughs. Là, les boroughs, c'est les quartiers de New York. Là, on voit bien qu'il nous parle du Queens, de Brooklyn, du Bronx, de Manhattan, de Staten Island. Et là, je vais vous donner un exemple assez intéressant, c'est la Nouvelle-Zélande. Parce que là, vous pouvez penser que le modèle, il hallucine. Ben là, le premier, c'est Wellington et la capitale de la Nouvelle-Zélande. Le deuxième, c'est Staten Island is in New York. Alors qu'on parle des kiwis juste en dessous. Certains pourraient penser que le modèle hallucine, mais en fait, c'est parce que le nom de la Nouvelle-Zélande, j'ai appris ça, le nom de la Nouvelle-Zélande à l'origine devait être, ou alors était ou devait être, heu, Statenland, un truc comme ça, qui commence exactement comme ça. Donc, c'est en ça que les modèles aussi sont assez puissants, ils arrivent à faire ce genre de rapprochement. Et donc derrière, Sydney est en Australie et avec celui-là, bah, il arrive à retomber sur celui-là. Alors est-ce que pour PS, il va reconnaître le PSG? Ça dépend de ton modèle. C'est là que ton modèle, en fait, ça dépend de comment ton modèle a été entraîné. C'est lui qui va générer les vecteurs. Toi, au final, tu ne fais que récupérer les vecteurs. Donc et pour terminer, le dernier petit test qu'on va faire, ça va être sur les fruits. Donc là, on voit bien encore une fois qu'il arrive à récupérer toutes nos infos sur les fruits. Donc voilà, le mot fruit, il me alors, si on fait, data aware, de phrase like fruit, toujours pas. Donc voilà, là on voit bien que, c'est de la bonne recherche sémantique, et qui est aidée par les vecteurs. Alors, pour les entraînements sur les modèles, ça se passe comment? J'en sais rien. Là, on est clairement dans du machine learning. J'y connais pas grand chose en machine learning à vrai dire, mais c'est à cette étape-là. Là, toi, c'est une boîte noire. Toi, tu exploites ce qui en sort.
Tu viens te plugger dessus et tu lui dis, «Donne-moi un vecteur pour ça» et lui avec son fonctionnement, il va t'en ramener un. Donc voilà et je crois que c'est tout. Voilà, c'était tout pour ce meet-up, pour ces démos donc je suis à l'écoute de toutes vos questions.